Voilà, on va... Voilà, il est là. Sincèrement et au fond de moi-même, j'admire le courage du président Déby. J'admire le courage du président Déby de poser publiquement la problématique de la forme de l'État et la question également de la limitation du mandat. Bachir, je voudrais simplement témoigner à tous vos téléspectateurs et à tous les panélistes rappeler seulement que le Tchad, comme la plupart des pays africains d'ailleurs, est marqué par ce qu'on appelle les identités tribales et ethniques. Ça, c'est un élément. L'autre, le Tchad est marqué également par la question du nord musulman, de culture arabo-musulmane, et du sud chrétien et animiste africaniste. Par rapport à ça, ce n'est pas la première fois que la question de la forme de l'État soit posée sur la table comme mode ou mécanisme de solution du vivre ensemble des Tchadiens. En 1960, vous vous souviendrez, en 1961, déjà vous le rappelez, le Tchad a eu à son indépendance déjà en 1960, mais juste en 1962, il y a eu l'interdiction du multipartisme par le premier président François Tombolbaye, qui a modifié la constitution des indépendances. Et le Frelimo est créé en 1966 au Al-Fashir. Donc c'est comme une sorte d'identité tribale des gens du Nord pour s'affirmer contre le pouvoir contrôlé par les gens du Sud. Cette situation a amené le président Tombolbaye à organiser une conférence à Doyaba au sud du Tchad en 1972 à laquelle on avait évoqué la forme de l'État et on avait évoqué avec le ministre à l'époque de la coordination, M. Antoine Bangui, la question des exécutifs régionaux et des législatifs régionaux. Déjà, il posait comme mécanisme de solution du vivre ensemble entre les gens du Nord et entre les gens du Sud. Ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de suite. C'est ça arrêté seulement à la conférence. Les militaires ont fait un coup d'État en 1975 contre le premier président François Tombolbaye. Eux également, en 1977, ils ont réuni une conférence à N'Djamena ici. Et ils ont parlé également encore de la forme de l'État comme mécanisme de solution, en parlant de la décentralisation. Mais ils ont priorisé la construction de l'État central d'abord, avant de concéder des compétences au niveau périphérique. Ça, c'est parti. Juste après, il y a eu la guerre de 1979, parce qu'après l'accord de Khartoum de 1977 avec Hissène Habré, alors, en 1979, on avait eu la guerre civile. 80, le Tchad était considéré comme, le disait tout à l'heure mon frère, le professeur Sitak, le Tchad utile, le Tchad inutile, nord-sud. Alors, le GUNT, dirigé par Goukouni Wadey, organise en 1981 à Dougia, ici, à quelques kilomètres de N'Djamena, la question, on appelle cela séminaire des cadres. Là également, on avait évoqué la question de la forme de l'État et il était question de construire d'abord prioritairement l'État central avant de concéder des compétences. Là également, il n'y a pas eu de suite. Hissène Habré arrive en 82, il installe un État fortement centralisé qui a, pour les conférenciers à la conférence nationale souveraine, de 1993, vous évoquez tout à l'heure, on avait parlé que la forme centralisée de l'État encourageait l'autoritarisme et la dictature. Et qu'il fallait à la conférence nationale souveraine trouver comme mécanisme du vivre ensemble des Tchadiens une autre forme de l'État. On a mis 83 jours à la conférence nationale souveraine. J'étais pratiquement le plus jeune délégué à la conférence nationale souveraine à cette époque. Et puis, pendant 2 semaines, on discutait seulement de la question de la forme de l'État. Entre ceux qui étaient favorables pour le fédéralisme, d'autres pour la construction de l'État central, donc le maintien de l'statu quo avec la centralisation. Et finalement, on a trouvé un consensus avec la question de la décentralisation qu'on a qualifié à la Tchadienne de fortement décentralisée. On a choisi 4 niveaux. Le niveau communauté rurale à la base, le niveau commune, le niveau départemental et le niveau régional. Nous n'avons pas expérimenté la décentralisation seulement en 2012 ici, avec les élections locales où on avait expérimenté la décentralisation sur 42 communes d'expérimentation. 31 communes de province, chefs-lieux de région ou de département, avec la ville de N'Djamena, 32, et les 10 arrondissements de la ville de N'Djamena, 42. Cette expérimentation a posé trop de problèmes dans la compréhension du concept, mais dans la gestion également de ce qu'on appelle l'administration locale. Alors aujourd'hui, si le président Déby pose le problème publiquement de la forme de l'État, c'est une réponse qu'il apporte à une certaine revendication identitaire. Il faut reconnaître aussi que les chercheurs le confirment dans le cadre des questions constitutionnalistes, que la forme précise que doit avoir chaque État dépend des réalités ethniques, sociologiques, historiques, économiques et autres qu'évoquait tout à l'heure M. Mbete Félix.
La question, elle est très simple. Si le président Déby pose cette question de fédéralisme aujourd'hui en disant la décentralisation a démontré ses limites et qu'il fallait aller à une autre étape, ça veut dire quoi? Concéder et reconnaître des compétences politiques au niveau des États. Ça dépend. La faisabilité, je n'entre pas dans le débat, mais c'est quand même avoir un homme d'État a le courage de poser une question du vivre ensemble. Ça reprend ce qu'il a dit en 2010 à Hati, à la fête de la démocratie et de la paix. En 2010, Idriss Déby appelait les Tchadiens à un mieux vivre ensemble, à un Tchad de renaissance. Et il dit la renaissance pour lui, c'est le mieux vivre ensemble des Tchadiens pour qu'il y ait une cohabitation pacifique. Alors, il est logique dans ce qu'il déclare et aujourd'hui il propose, s'il est réélu, il pose la fédération et il pose également la question de la limitation de mandat qui avait été sautée en 2005 par la modification constitutionnelle qu'il y a eu après la conférence nationale souveraine. Vous savez, le Tchad est reconnu pour la question de la violence dans la recherche et l'exercice du pouvoir dans toute l'Afrique, un des champions de l'accession du pouvoir par la violence. Et le Tchad aujourd'hui s'est stabilisé pendant un certain temps, depuis 2008. C'est les derniers événements que nous avons connus en N'Djamena qui avait failli emporter le régime en place. Mais aujourd'hui, nous avons quand même connu une avancée socio-économique assez importante avec les ressources pétrolières. Nous avons connu beaucoup de choses et une instabilité. Un leadership du président Déby au niveau international et au niveau surtout africain. Lui-même, l'Occident nous reproche la question de la limitation de mandat ou le débat constitutionnel aujourd'hui au Rwanda, au Congo et en RDC et ailleurs est des questions. Alors un président en exercice de l'Union africaine se doit de donner l'exemple. Qu'est-ce qu'il propose? Oui. Si je suis réélu, je réinstaure la limitation de mandat. Si je suis réélu, je pose la question du vivre ensemble qui est en réalité concédée par une autre forme de l'État qui reconnaîtrait les identités régionales, tribales, en concédant des compétences politiques aux États à mettre en place. Cette faisabilité sera-t-elle réaliste ou pas? Est-ce qu'elle correspondrait à la réalité tchadienne aujourd'hui? Ça, c'est une autre question. Mais il faut reconnaître que l'homme d'État a eu un courage de poser la question. Et cette question-là, elle est extrêmement importante qui pourrait interpeller tous les dirigeants africains. Voilà, moi, mon problème, c'est celui-là. Mais au fond, je répète encore, au fond de la question de la forme de l'État ou de la limitation de mandat, il y a deux questions qu'Idriss Déby pose. La question de la problématique de l'accession au pouvoir, de la pérennisation du pouvoir ou de l'alternance, et il y a également la question du vivre ensemble des Tchadiens. Cette analyse qui rejoint ce que pensaient déjà certaines personnes sur le plateau, c'est ce qu'on me souffle. On va prendre quelques appels. Pasteur Soa nous appelle du Ghana. Pasteur Soa, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir Bachir, bonsoir le panel, bonsoir Mme Karim, que Dieu vous bénisse. Ce soir, il faut dire que le sujet, comme tu l'avais annoncé aujourd'hui, nous sommes prêts. Je dis que le président Idriss Déby est un chef d'État de vision et qui a une grande vision. Le chef d'État Idriss Déby, on doit également, nous, passeurs panafricains et d'autres, lui dire de lancer l'opération d'acquisition de la vraie monnaie africaine et que l'opération de battre monnaie pour l'Afrique est unie également aux unités africaines. Nous comptons vraiment sur sa volonté parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est un homme de vision. Pourquoi c'est un homme de vision? Parce que d'abord, voici quelqu'un qui parle de limitation des mandats et qui parle en même temps de fédérer également son pays. Ce n'est pas donné à tous les chefs d'État en ce moment. Je vais expliquer quelque chose. Voici, vous pouvez m'accorder quelques minutes. Excusez-moi beaucoup. Mais pour la politique étrangère américaine, où l'obligation de cohérence, Wilson avait prédit que si les États-Unis ne réussissaient pas, grâce à leur intérêt politique et à leur participation à fonder une ligue pour faire régner la paix, il faudrait un grand programme d'armement. Et je pense qu'Idriss Déby a ce grand programme d'armement pour l'Afrique, pour protéger les intérêts nationaux et les intérêts des chefs d'État et les intérêts des pays. Et vous voyez, et ce même monsieur a dit, il dit le monde serait confronté à une autre guerre pour protéger les intérêts américains. Je pense qu'Idriss Déby est un homme de vision qui va
aider l'Afrique à protéger les intérêts également africains et les intérêts de toute l'Afrique. Voilà également le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée qui revêt assez de pétrole. Il faut un homme également pour dire, il faut un leader africain aujourd'hui qui peut également sauver et emmener l'Afrique dans un état de l'isolationnisme. Vous voyez, à partir de là, nous voyons, nous on a besoin de cet homme. Mais qu'est-ce qui va amener les Américains en 1787 à pouvoir également élaborer une nouvelle constitution? C'était par rapport à cela parce qu'ils étaient 13 États. J'ai dit, je suis d'accord avec cette fédération. Je suis d'accord également avec ce qu'il veut faire. Parce que je pense qu'il veut devoir mettre l'Afrique en sorte de sorte qu'on s'en fout. Voilà, merci Pasteur Soa. Depuis le Ghana, on va prendre un autre appel avant de retourner sur le plateau. Bonsoir monsieur, nous vous écoutons. Oui, je veux participer à l'émission. Bon, bonsoir monsieur, bonsoir Bachir. Allô, bon. Je pense que nous aimons tous le président Idriss Déby, mais c'est quand on aime quelqu'un qu'il faut lui dire la vérité. Je pense que je me demande si le Tchad a les moyens de sa politique, parce que n'oublions pas que le Tchad sort de grands conflits depuis les années 90, où il y avait plusieurs présidents, le pays était divisé selon les chefs de guerre, et le président Idriss Déby a essayé de réunifier ce pays. C'est tout à son honneur. Mais je pense qu'il est trop tôt d'aller au fédéralisme. Ça risque de réveiller les vieux démons de la division. Il a reconstruit un pays qui jusqu'en 2008 était même l'objet de convoitises. N'oublions pas les guerres, les conflits qui ont mis N'Djamena à feu et à sang. Donc, moi je pense que le pouvoir central peut continuer à diriger le pays. C'est trop tôt. Maintenant, pour la limitation des mandats, bon, c'est une bonne chose. Parce que les présidents qui ont fait 25 ans, 30 ans, 40 ans, je pense qu'ils ne sont mal à l'aise. C'est pas facile. C'est pas facile. Ils sont mal à l'aise dans leur peau. Donc, je pense que ils peuvent, c'est un signal fort qu'ils donnent aux autres présidents pour qu'ils pensent à leur retraite. Parce que nul n'est, enfin, personne n'est... Vous parlez d'un signal fort pour les autres, pour qu'ils pensent à aller en retraite. On va prendre un dernier appel, s'il vous plaît. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. On vous écoute. Oui, bonsoir. Okay. Bonsoir Bachir, bonsoir à tous vos invités de Douala et de Tchad, que nous sommes très contents de retrouver, le professeur Mohamed. Sinon, je voudrais un peu revenir sur le cas de la Centrafrique. Je supporte entièrement Mme Denha quand elle dit que changer les hommes quand le système n'est pas bon n'apporte aucune solution. Mais par contre, nos chefs d'État de l'Afrique centrale ont l'obligation d'aider ce nouveau président, déjà en l'aidant à former déjà son armée, parce que sans armée, il n'y a pas de pays. Maintenant, pour revenir au sujet qui nous préoccupe, qui est le cas du président Déby, je dirais que cette action-là a un double, comment dire, ça a un double effet. Le premier effet, c'est de se protéger déjà de l'Occident, qui a tendance toujours à venir nous menacer avec cette histoire d'alternance. Pour diriger un pays, on n'est pas obligé d'être au poste de président. En Chine, c'est une clique qui gouverne le pays, mais en changeant de président régulièrement. Donc, deuxième facteur qui peut éliminer, c'est la corruption. Quand l'État est décentralisé, chaque région reçoit, je ne sais pas, un budget pour l'année, pour le développement, en connaissance des problèmes locaux. Pas comme le disait un des panélistes, il y a des gens qui sont à Yaoundé, dans les différentes capitales, qui dictent des choses dans des régions qu'ils n'ont jamais visitées. Mais comment voulez-vous que quelqu'un apporte une solution au problème qu'il n'a jamais vu? C'est vraiment incroyable. Mais en tout cas, s'il réussit ce pari,
ce sera aussi un bon laboratoire pour l'Afrique, hein, et peut-être d'autres États pourront l'adopter. Merci pour votre attention. À bientôt. Voilà, Noah Sadio, je vais m'adresser à vous à présent. Je voudrais qu'on parle un peu de cette limitation des mandats. Le président Déby veut limiter le mandat présidentiel à 2 au Tchad. En quoi cela serait une avancée pour le Tchad? Cette question de limitation du mandat m'interpelle. Parce qu'aujourd'hui, ça chauffe chez moi au Sénégal. Tu sais, l'administration française nous a mis trop de problèmes en tête. Voilà un pays où le président dit, je vais faire 5 ans. Premier mandat. Deuxième, si je passe 5 ans. Terminé. Comme M. Déby l'a fait. Au Sénégal, hein, Macky Sall. Oui. Aujourd'hui, il paraît qu'il y a une cour constitutionnelle qui est grassement payée, qui lui interdit cela. Donc vous voyez comment nos États sont phagocytés par certains fonctionnaires. Parce que cette cour constitutionnelle avait fait un antécédent. Ouad, qui a fait déjà 12 ans, avait dit que ça ne suffit pas. Parce que quand Abdou Diouf parta, il m'a laissé 7 ans. J'ai fait les 7 ans. On m'a réélu pour 5 ans. Ça fait combien? 12 ans. Mais maintenant, les 5 ans que moi, j'avais fait ma constitution, ne sont pas encore suffisants. Il me faut encore 5 autres ans. Voilà les jeunes qui se lèvent, parmi lesquels moi j'étais partisan. Ils ont dit ça ne se fera pas. Ils ont trouvé les gens à l'Assemblée. Ça a été toute une débandade. On a tapé les gens. Il faut dire les choses. Moi, je ne suis pas... Je n'ai pas de fioriture avec mon pays. La Cour constitutionnelle, qui lui, il avait payé 5 millions à chacun, parce que c'est lui qui nomme. Vous voyez comment souvent la jurisprudence occidentale, française surtout, est bizarre, M. Bandakane. Il avait payé aux gens là, parce que c'est lui qui nomme 5. On les appelle les sages. Et les 5 là, je vais donner un exemple hein, qui considère... On vous voit venir en tout cas. Les 5 à qui il a donné 5 millions, s'ils votent avec quelqu'un, ils vont gagner, forcément. Ils lui permettent de se représenter. Finalement, les gens qui revendiquaient en route et qui on a fait certains, il y a 12 morts. Les Sénégalais n'aiment pas qu'on en revienne, mais je le dirai toujours tant que je vis. 12. Ils n'ont pas besoin de mourir pour ça. Parce qu'ils pensaient qu'ils sont dans leur logique. Ouad vient aux élections. On a aiguisé nos cartes. De Douala au Soudan, partout. On l'a bouté du pouvoir. Aujourd'hui, Macky Sall, qui, pour les campagnes électoralistes, il avait dit ça. Je suis son partisan. Maintenant, c'est cette cour... Moi, c'est là où je ne comprends pas. Si cette cour constitutionnelle peut l'empêcher d'aller à son vouloir. Je crois que si j'étais Macky Sall, je leur dis, moi, je fais 5 ans. Si vous n'êtes pas d'accord, je remets ça en cause. Alors, maintenant, est-ce que c'est une manière, c'est une façon pour vous de nous dire que la limitation des mandats n'est pas bonne pour le Tchad? Oui, elle est très bonne. Ghana où la Cour constitutionnelle va adhérer et tout ça ne va pas amener Déby dans des problèmes de tu as dit, mais nous on n'est pas d'accord. Okay. Ça, c'est ça que je dis. Je donne un exemple qui m'a un peu... Donc que ce soit une décision validée par la Cour constitutionnelle. Mais bien sûr, quand le président de la République qui a le suffrage universel, qui est le président suprême, dit que je fais ça, je crois que la Cour constitutionnelle aurait dû lui dire, bon, comme vous dites que vous allez le faire sur le voie référendaire, allez-y, si vous gagnez, c'est bon. Si vous n'avez pas gagné, c'est pas bon. Donc le problème de Déby avec sa limitation de mandat, maintenant il y a un problème qui est caduc. Est-ce que c'est sur ce mandat qu'il va commencer quand il fera 7 ans? Oui, je peux dire comme vous le dites, la loi n'est pas rétroactive. Mais si c'est 7 ans maintenant... vous parlez du mandat qui pourrait commencer après les élections d'avril? Voilà, s'il gagne. Bon, la question après, il redouble. Non, je n'ai pas fini. Oui, on a parlé de la... Comment vous disiez? Le fédéralisme. Le fédéralisme. Ah, oui. J'adhère sur ce fédéralisme. Ah, oui. Parce que le fédéralisme pouvait aider beaucoup d'États, tel que moi, mon État toujours. Parce Casamance. qu'il y a Ndiamakoun qui disait, Aben Ndiamakoun, je l'écoutais beaucoup. C'était un des rares garçons musulmans qui allait le voir en cause, sans distinction de religion. Il disait, quand les Blancs sont partis, les Sénégalais sont revenus. Écoute-moi bien, hein. On est entre Yaoundé et peut-être Douala ou Edea. Quelqu'un dit, quand les Blancs sont partis, hein, les Camerounais sont venus.
Alors, je lui demandais, mais nous sommes des Sénégalais aussi. Il m'a dit oui, mais nous sommes des Sénégalais par rapport aux autres. Nous cultivons, on prend nos arachides, on les amène au nord et rien n'est ici. Et c'était flagrant ce qu'il disait. Tu vois ce que ça a amené? Les Casamanciens se sont sentis frustrés à travers le ballon rond et on a fait la division. Maintenant, comme le disait le professeur, quand tu fais le fédéralisme, ça a beaucoup de conséquences. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que si vous mettez un monsieur qui ne se soucie rien et qui ne sait même pas ce qu'il fait parce que les États, quand tu regardes le Tchad, quand vous faites le reportage sur l'Afrique, c'est là où j'ai découvert le Tchad. Mais c'est un très grand pays avec beaucoup de potentialité. Tu ne peux pas imaginer. Il y a des affaires à l'endroit que tu vois, touristiquement, je ne sais pas si je parle en bon français, sur le plan touristique, mais c'est extraordinaire. Donc ces endroits doivent être gérés par des gens qui sont pleins d'équité, pleins de sens de l'État. Oui, pour le fédéralisme, mais oui, avec... parce qu'au Nigeria, ça a un peu échoué. Tout à fait. Alors que le gouverneur a plein pouvoir dans le fédéralisme. Le gouverneur peut prendre une décision que le président même n'a pas encore été au courant. Le président ne fait qu'en application. C'est très difficile. Très rapidement, messieurs, on a un dernier thème. Pasteur Paul Pondi. Oui, merci Bachir. Par rapport à cette thématique, le président Idriss Déby Itno, d'abord, je dois dire que c'est un panafricaniste. C'est quelqu'un que j'admire de par son courage. J'ai vu ce monsieur défier Sarkozy ici par rapport à cette histoire que vous connaissez, ces mécréants qui sont venus voler les enfants tchadiens et abuser d'eux et tout. Donc, c'est monsieur que je respecte énormément de par sa démarche. Maintenant, quand on parle du fédéralisme ou du centralisme qui est d'abord en place. Dans le centralisme, il y a ses avantages quand on a un bon chef d'État, un visionnaire. Il peut peut-être implémenter une politique et ça produit des résultats. Mais le fédéralisme a une particularité, effectivement. Je vole les biscuits de mon frère sénégalais, Papa Sadio. Il a dit quelque chose de très important là maintenant dans son propos. Il a dit, dans le fédéralisme, quand il n'y a pas de personnes indiquées, ça ne résout pas le problème. Donc, dans chaque État où on établit le fédéralisme, il faut effectivement des hommes qui aiment le peuple. Parce que le fédéralisme, c'est quoi? C'est rapprocher les gouvernés les gouvernants des gouvernés. Ouais. C'est-à-dire, ils se rapprochent des gouvernés. Et puis, il faudrait donc qu'ils arrivent à solutionner les problèmes élémentaires de ces gouvernés, parce que c'est ça le but de ce rapprochement. Si on ne fait pas ce rapprochement dans l'intérêt des peuples, des populations qui sont gouvernées, ça ne sert à rien. Donc quand il y a un despote à la tête d'un État, comme ça a été le cas à Maïdougouri pour créer le Boko Haram, vous voyez le résultat. Donc il faudrait, toute raison garder, voir les avantages et mettre des personnes indiquées par rapport à ce fédéralisme. Il est avantageux pour les peuples. Maintenant, mais est-ce qu'on ne risque pas aussi de tomber dans une sorte de gouvernance ethnico-tribale Mais c'est pour ça que nous disons de prime abord, qu'il faut des personnes indiquées, des personnes qui ont le sens de la majorité. Ils sont des serviteurs, ils ne sont pas là pour leurs intérêts égoïstes, ils sont là pour le peuple. Donc, quand ils sont pour le peuple, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à qu'en est-il de la limitation du mandat? Oui, en ce qui concerne la limitation de mandat, effectivement, je pense que les Occidentaux ont vendu cette démocratie embryonnaire aux Africains, et puis on connaît le résultat que cela a produit dans les différents peuples d'Afrique. Ça produit quoi au Bénin? Peut-être vous êtes journaliste, vous avez investigué, vous allez me dire. Qu'est-ce que ça va... Voilà le président Macky Sall dont on parlait maintenant. Avec tout le brouhaha qu'il a fait pour arriver au pouvoir, moi je pensais qu'il devait entrer dans la ligne du panafricanisme et poser des actes forts maintenant, parce que le mouvement qu'il amène, ce n'est pas le mouvement pour le Sénégal seulement, c'est un mouvement pour qu'il prenne des positions fortes pour l'Afrique. Mais je suis désolé de constater que depuis qu'il est là, aucun acte fort. Moi je l'ai même invité l'autre jour à soutenir le président Idriss Déby. Et ce que je récuse donc,
par rapport au président Macky Sall. Vraiment, je n'apprécie pas le fait... Je ne voudrais pas qu'on ramène le débat au Sénégal, s'il vous plaît. Nous sommes dans le panafricanisme. Restons au Tchad. Voilà. Vous avez pris juste un exemple pour dire que bon, la limitation du mandat n'est pas forcément une bonne chose si on voit ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Qu'en est-il du Tchad? Est-ce que vous pensez que cette décision du président Idriss Déby va aider le pays à avancer? Le président Idriss Déby, c'est un sage. Est-ce que la limitation du mandat présidentiel peut amener le Tchad à aller de l'avant? Donc, je dis donc ceci, M. Bachir. C'est-à-dire que de la manière où on voit le président Idriss Déby poser des actes, s'il peut verrouiller ce système, c'est-à-dire que même après lui, ayant posé des vraies bases pour le développement du Tchad, le genre de position qu'il a pris par rapport au pétrole. Mais là, il faudrait aussi que ceux qui vont lui succéder emboîtent le pas. Mais c'est ce que je dis, parce que aille sur la même ligne. Tout à fait. S'il ne verrouille pas bien, il peut venir après lui déverrouiller. Okay. Vous savez ça. Okay. Donc, merci, pasteur Paul Pondi. Docteur Basileke. Oui, Bachir. Moi, avec la permission des autres panélistes et de nos téléspectateurs, je voudrais relativiser ces déclarations. Vous savez, on a toujours dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. C'est-à-dire que M. Déby est un homme politique. Il est en campagne électorale et il fait des déclarations qui sont susceptibles d'aider à sa réélection. C'est comme ça que je vois les choses. Parce qu'en réalité, ce n'est pas pendant la campagne électorale qu'on conçoit le programme de politique avec laquelle on veut diriger le pays. C'est après. Nous verrons quand M. Déby sera réélu. Est-ce qu'il va s'en tenir à ses promesses? Est-ce qu'il va faire autre chose? Mais je voudrais simplement... Est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça comme une sorte de continuité dans ce qu'il a pu faire depuis une vingtaine d'années? Il est en train d'aller crescendo. En tout cas, depuis une vingtaine d'années, il ne s'est pas limité à 2 mandats. Tout à fait. Depuis une vingtaine d'années, il n'a pas instauré le fédéralisme. Donc, c'est tout sauf la continuité. Mais ce que je voudrais dire, c'est amener les Africains à réfléchir à un certain nombre de choses. Parce que souvent, nous chaussons des lunettes occidentales pour regarder l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas l'Occident. Cette histoire de limiter les mandats, vraiment, je ne vois pas qu'est-ce que ça apporte de positif à l'Afrique. Bien entendu, au bout d'un certain temps, quand la loi de la biologie a agi, on devient évidemment moins efficient que dans les années où on était un homme vraiment solide. Parce que le fédéralisme, ce n'est ni l'étendue. Regardez la Suisse. Voilà un petit pays à peine plus grand que certaines régions camerounaises, ce qu'on appelle ailleurs province. Au Cameroun, on l'appelle région. Voilà un petit pays comme la Suisse qui est habité par 3 tribus. Pour parler avec le langage occidental, il y a la tribu qui parle italienne, la tribu qui parle français et la tribu qui parle allemand. C'est un tout petit pays, mais ils sont une fédération et ils s'en portent bien. Voilà les États-Unis, 51 États, parce que à 52, l'Alaska, bref, il y a une cinquantaine. Voilà, une cinquantaine d'États, un vaste pays. Et puis, apparemment, le fédéralisme leur va comme un gant. Et je crois... Et pourquoi je prends ces 2 pays? C'est parce que dans ces pays-là, on n'a pas affaire à un système dans lequel il y a quelques élites et une masse à peine instruite de la chose politique. Ce qu'il faut pour l'Afrique, ce n'est pas de choisir le fédéralisme ou la centralisation de l'État. C'est 2 choses fondamentales. Premièrement, instaurer un véritable développement économique de telle manière que les Africains mangent à leur faim, boivent à leur soif, se logent convenablement, se soignent et surtout fassent de bonnes études. Parce que c'est ça qui constitue la société civile. À ce moment-là, quand on a une proposition de cette nature-là,
on a en face de soi une société civile qui répond ou qui ne répond pas. Nous en parlerons d'ailleurs peut-être. Plutôt, je n'ai pas fini, Bachir, s'il te plaît. Très rapidement, je vous en prie. Oui, plutôt que de faire venir, comme la pluie que le bon Dieu nous accorde, des idées d'en haut qui ne... Vraiment, fédération, limitation des mandats en l'état actuel des choses, je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement la situation des Tchadiens. En tout cas, on en parlera avec les acteurs politiques tchadiens le moment venu. Simo. Oui, en principe, moi je pense que le problème du Tchad ressemble exactement... Je commence. Attention. C'est toi qui commence. Vas-y. Je dis que le problème du Tchad ressemble étrangement au problème de tous les autres pays africains. Ouais. Je prends un cas très simple. Vous êtes venu, vous trouvez une fondation que quelqu'un a bâtie. Une très mauvaise fondation. On vous met la main à la table, on vous dit construisez une maison dessus. Vous construisez la maison, vous avez toutes les chances de ne jamais avoir une maison stable. Ouais. C'est le cas de toute l'Afrique. Les pays africains ont hérité d'une constitution qui n'avait aucun rapport avec leur environnement, avec leur culture. Aujourd'hui, je dis que, je vais prendre un proverbe pour illustrer ce que je veux dire avant de conduire. Je dis, il vaut mieux un vieux lion rassasié au pouvoir qu'un jeune lion affamé. Ceci dit, on hérite d'une constitution mal fabriquée, ficelée par les autres, et on vous impose à construire un pays développé avec tout ce qu'il faut dessus. C'est pas possible. On a beau maintenir la maison avec, en mettant en Soudan chaque fois, ça ne va jamais tenir. Un jour, on va seulement se lever un matin et se rendre compte que non, cette maison, il aurait fallu qu'on détruise la fondation, qu'on se mette ensemble pour voir quel genre de fondation on va mettre en place et mettre quelque chose de sérieux et de défini dessus. Je pense qu'aujourd'hui, ce que doivent faire les pays africains, ceux qui se veulent sérieux. Parce qu'on a beau critiquer nos chefs d'État, en réalité, pour moi, il ne reste pas... Il n'en demeure pas moins que ce sont des gens qui ne maîtrisent même pas sur quoi ils sont assis. Vous pouvez être assis sur une chaise, vous ne savez pas si la chaise est solide ou pas, mais on vous oblige, vous asseoir dessus, vous êtes assis, vous ne maîtrisez même pas les terrains. Donc aujourd'hui, il est question que les peuples africains, les chefs d'État, enfin, les Africains prennent leur responsabilité et disent non, aujourd'hui ça suffit. C'est qu'on nous a écrit hier. La preuve, aujourd'hui, on a une langue, le français. On a une monnaie, le franc CFA. On a une école coloniale. On continue à penser qu'on peut faire quelque chose de solide, c'est pas possible. Donc je dis encore une fois, ce que le président Déby veut faire, moi je suis entièrement d'accord avec lui. Si les guerres se sont succédées au Tchad, même si on peut reprocher à Déby d'avoir attendu 20 ans pour le faire, il vaut mieux tard que jamais. Parce que si jamais on peut refaire quelque chose de sérieux pour le bâtir définitivement et faire en sorte que demain il n'y ait plus de guerre, il n'y ait plus de troubles dans un pays africain, moi je dis c'est la bienvenue. Okay. Parce que, une seconde, on a au Tchad une base française depuis l'indépendance. Monsieur, est-ce que c'est voulu par les Tchadiens? J'ai dit non. Alors ils font quoi? Mais il faut que monsieur Déby balaye la maison comme il a commencé à si bien le faire. Je ne suis pas pour Déby, j'en ai rien à cirer, je ne le connais même pas. Mais je dis encore une fois, n'importe quel Africain qui peut faire en sorte que tous les Africains soient à l'aise, je les soutiens. Même s'il fait 150 ans au pouvoir. L'essentiel, c'est le résultat de son travail. Merci, Simo. Alors, donc, vous l'avez compris, c'est un débat très ouvert. Je crois que mes amis du Tchad également l'ont compris. On ne peut pas le refermer comme ça. On va continuer très certainement à débattre puisque nous entrons déjà dans la mouvance électorale au Tchad. Mais en attendant, Dr Basiliquin parlait d'un mot très important ou d'une expression, d'un terme. Il parlait de société civile tout à l'heure. On va s'intéresser en quelques minutes, 35 minutes, voilà, à la société civile africaine. Puisque chaque fois en Afrique qu'on parle, quand l'Afrique est en mouvement, on évoque la société civile, tantôt pour se plaindre de son manque de dynamisme, tantôt pour son coup d'éclat, comme c'est le cas dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Dans tous les cas, donc, nous, on s'interroge de quelle société civile l'Afrique a besoin. Je voudrais, Luc Michel, avoir votre intervention, qu'on écoute ce que nous a préparé Nadège, et on revient à vous. L'Afrique, le berceau de l'humanité, est aujourd'hui à la croisée des chemins politiques, écartelé entre la démocratie importée et imposée et la quête d'un modèle de gouvernance ou système politique adopté à ses propres réalités. Mais en attendant de parvenir à trouver ce modèle, elle doit commencer par faire la part des choses en permettant à chaque acteur, politicien et société civile notamment, de jouer le rôle qui est le sien. Si le rôle des politiciens dans la gestion des affaires de la cité est de gouverner afin de contenter les populations et de les unir, qu'en est-il de celui de la société civile,
Surtout quand on sait que très souvent, les politiques, dans l'incapacité de tenir leurs promesses pour une raison ou pour une autre, abusent de leur pouvoir et prennent des décisions ou mènent des actions, parfois en parfaite contradiction avec les aspirations du peuple. Le concept de société civile ou civil society n'est pas du tout nouveau, même si aujourd'hui il a tendance à être banalisé. Il trouve son origine dans l'Antiquité grecque avec le philosophe Aristote notamment, c'est-à-dire plus de 2000 ans avant notre ère contemporaine. Dans sa définition la plus simplifiée, la société civile en tant qu'école de la démocratie et de la liberté est une instance politique publique qui observe et critique les agissements de l'État. Selon l'une des définitions adoptées par la Banque mondiale et les Nations unies, le terme société civile désigne le large éventail d'organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui animent la vie publique et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou autres basés sur des considérations d'ordre éthique, culturel, politique, scientifique, religieux ou philanthropique. Le terme « organisation de la société civile » OSC fait donc référence à un vaste éventail d'organisations allant des groupements communautaires aux fondations privées, passant par des organisations non gouvernementales ONG, syndicats, organisations de populations autochtones, organisations caritatives, organismes confessionnels et associations professionnelles. En clair, la société civile s'inscrit dans un espace public au sein de la société, se trouve entre l'État, le marché et la famille, ne désigne ni un groupe homogène, ni une masse de citoyens isolés les uns des autres, mais désigne des rassemblements de citoyens suivant leurs centres d'intérêt respectifs, visant une réciprocité des échanges et la poursuite d'objectifs communs, tandis que les organisations de la société civile sont indépendantes de l'État et des organisations économiques, ne travaillent pas dans un but lucratif, essaient d'attirer l'attention sur leurs intérêts, travaillent selon la détermination des objectifs au service de la chose publique, ne poursuivent pas des fonctions étatiques, mais s'intéressent uniquement à une participation politique indépendante. Soulignons également que, comme certains médias, la société civile joue un rôle important au sein d'un État à travers ses différentes fonctions que sont la fonction d'observation ou du contrôle du pouvoir politique, de participation aux événements politiques, de protection des citoyens de l'arbitraire de l'État, la fonction de médiation, la fonction de démocratisation à travers la formation de l'opinion et la volonté publique, et enfin la fonction de règlement ou de gestion des conflits sociaux grâce à ces réseaux d'associations, d'initiatives et de mouvements. Au regard de la définition de la société civile et de ses différentes fonctions, l'une des questions majeures que l'on se pose aujourd'hui sur le continent et au sein de la diaspora est celle de savoir quel type de société civile faut-il à l'Afrique, en proie à de vagues de conflits politiques et menaces terroristes, celle qui s'offre au plus offrant pour renverser un régime démocratiquement élu, ou alors celle qui édifie l'opinion nationale sur le jeu politique et se bat pour la réalisation commune d'objectifs communs en vue d'un bien-être collectif. Voilà, merci Anadège Ngouegni. Alors, quelle société civile l'Afrique de quelle société civile l'Afrique a-t-elle besoin? C'est une question à laquelle on va répondre beaucoup plus la semaine prochaine. Luc Michel, juste pour répondre à la question, pourquoi est-ce qu'on en parle tellement? On en parle tellement parce que c'est ce que je reproche semaine après semaine. On est ici avec l'Afrique qui marche au pas sur une thématique occidentale, qui suit l'agenda occidental. Ce que le reportage nous a présenté, c'est pas la définition de la société civile. C'est la version, la propagande de M. Soros, c'est la propagande de la Banque mondiale, c'est un texte de la Banque mondiale qu'on nous a lu, c'est la façon dont la société civile doit servir à détruire les États. À l'origine, ce n'est pas du tout Aristote de cette conception-là. C'est un philosophe qui s'appelle Karl Popper, qui a écrit un livre, c'est le théoricien précisément de la société ouverte. À partir des années 80, on reprend les émissions, on reprend les théories de Popper, des gens comme Soros, comme Ronald Reagan, qui fondent la NED et la NDI, pour détruire l'URSS, la Chine, la Yougoslavie. Il s'agit d'envoyer une soi-disant société civile contre les partis. De ça découlent tous les appareils de déstabilisation, les Young Leaders en France, les Yali en Afrique, tous les organismes, les think tanks, les ONG qui font les révolutions de couleur, le printemps africain, le printemps arabe. Derrière tout ça, il y a en Afrique une prise en main de l'Afrique contre ses États, contre ses élites politiques,
Derrière, c'est de nouveau M. Soros, son réseau Open Society, et son adjoint, le milliardaire britannique Mo Ibrahim. Il faut quand même un petit mot de conclusion, il y a déjà un État qui était confronté à ça, c'est la Russie. Ah oui. En Russie, qu'est-ce qu'on a fait? On a interdit aux ONG étrangères de prendre en main la société civile. Il y a une loi qui empêche ce qu'on appelle les agents de l'étranger, le financement de l'étranger. Mais parallèlement à ça, la Russie, dont on dit qu'il n'est pas un État démocratique, il est le seul État au monde à avoir une troisième chambre, qu'on appelle précisément la troisième chambre civile, et où sont représentés les ONG russes, les organisations socio-professionnelles, les défenseurs des droits de l'homme. Il faut une campagne remarquable, par exemple, pour les droits des prisonniers politiques, pour les droits de tous les prisonniers russes, etc. C'est l'alternative. Ce qu'il faut en Afrique, c'est tout d'abord des lois pour que les gens comme M. Soros, l'ANED, la NDI ne puissent plus intervenir. Mais on a choisi une autre voie, puisque, que ce soit en Centrafrique ou au Nigeria, on leur confie l'organisation des élections. Et la deuxième chose, il faut favoriser l'émergence d'une société civile africaine patriote. Société civile africaine patriote, vous comprenez, ça reste une introduction à la fin de l'émission. Nous reviendrons sur ce thème la semaine prochaine, Inch'Allah. On va remercier toute l'équipe technique de N'Djamena, Janvier Bassim, Fidèle Teto et tous les autres dont je ne peux pas citer les noms. On va remercier un autre plateau constitué cette semaine de professeur Sitak, à qui on dit merci, BT Félix, notre sociologue également, et bien sûr le professeur Ahmed Mohamed Hassan que nous avons ici à l'écran. Compte tenu donc du temps, on arrête pour ici. On va remercier Jean de Dieu ici qui était avec nous, également Madame Joséphine Abiosène Denha, à qui on dit merci d'avoir participé, le Noah Sadio, le sage. On n'oublie pas le pasteur Paul Ponti. Merci à vous, pasteur. Président Bandakani, on se retrouve probablement la semaine prochaine. On va remercier Simon, docteur Basilequin, qui sort d'une maladie, mais il est là, à peine debout, il est sur le plateau. Merci à vous également, Luc Michel, pour ces analyses. On va remercier Kamalo, qui était au Niger, aux côtés de Abdoulaye Saadou et de Yannick Son, et également Jules Diawé, c'était en RCA, sans oublier Fabrice Beyor de la Russie. Merci donc à toute la grande équipe de Douala également. On se retrouve donc la semaine prochaine, Inch'Allah.